Mais elle, de même qu'elle avait cru que son refus d'argent n'était qu'une feinte, ne voyait qu'un prétexte dans le renseignement que Swann venait lui demander sur la voiture à repeindre ou la valeur à acheter. Car elle ne reconstituait pas les diverses phases de ces crises qu'il traversait, et dans l'idée qu'elle s'en faisait, elle omettait d'en comprendre le mécanisme, ne croyant qu'à ce qu'elle connaissait d'avance, à la nécessaire, à l'infaillible et toujours identique terminaison. Idée incomplète, d'autant plus profonde peut-être, si on la jugeait du point de vue de Swann, qui eût sans doute trouvé qu'il était incompris d'Odette comme un morphinomane ou un tuberculeux, persuadé qu'ils ont été arrêtés, l'un par un événement extérieur au moment où il allait se délivrer de son habitude invétérée, l'autre par une indisposition accidentelle au moment où il allait être enfin rétabli, se sent incompris du médecin qui n'attache pas la même importance qu'eux à ces prétendues contingences, simples déguisements selon lui, revêtus pour redevenir sensibles à ses malades par le vice et l'état morbide qui, en réalité, n'ont pas cessé de peser incurablement sur eux, tandis qu'ils berçaient des rêves de sagesse ou de guérison. Et de fait, l'amour de Swann en était arrivé à ce degré où le médecin, et dans certaines affections le chirurgien le plus audacieux, se demande si priver un malade de son vice ou lui ôter son mal est encore raisonnable ou même possible. Certes, l'étendue de cet amour, Swann n'en avait pas une conscience directe. Quand il cherchait à le mesurer, il lui arrivait parfois qu'il semblât diminuer, presque réduit à rien. Par exemple, le peu de goût, presque le dégoût que lui avait inspiré, avant qu'il aimât Odette, ses traits expressifs, son teint sans fraîcheur, lui revenaient à certains jours. Vraiment, il y a progrès sensible, se disait-il le lendemain. À voir exactement les choses, je n'avais presque aucun plaisir hier à être dans son lit. C'est curieux, je la trouvais même laide. Et certes, il était sincère, mais son amour s'étendait bien au-delà des régions du désir physique. La personne même d'Odette n'y tenait plus une grande place. Quand du regard il rencontrait sur sa table la photographie d'Odette, ou quand elle venait le voir, il avait peine à identifier la figure de Cher ou de Bristol avec le trouble douloureux et constant qui habitait en lui. Il se disait presque avec étonnement, c'est elle. Comme si tout d'un coup on nous montrait extérioriser devant nous une de nos maladies et que nous ne la trouvions pas ressemblante à ce que nous souffrons. Elle, il essayait de se demander ce que c'était, car c'est une ressemblance de l'amour et de la mort, plutôt que celle si vague que l'on redit toujours, de nous faire interroger plus avant, dans la peur que sa réalité se dérobe, le mystère de la personnalité. Et cette maladie qu'était l'amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu'il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu'un avec lui qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier. Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. Par cet amour, Swann avait été tellement détaché de tous les intérêts que quand, par hasard, il retournait dans le monde, en se disant que ses relations, comme une monture élégante qu'elle n'aurait pas d'ailleurs su estimer très exactement, pouvaient lui rendre à lui-même un peu de prix aux yeux d'Odette, et ça aurait peut-être été vrai, en effet, si elle n'avait été avilie par cet amour même, qui, pour Odette, dépréciait toutes les choses qu'il touchait par le fait qu'il semblait les proclamer moins précieuses, il y éprouvait, à côté de la détresse d'être dans des lieux, au milieu de gens qu'elle ne connaissait pas, le plaisir désintéressé qu'il aurait pris à un roman ou à un tableau, où sont peints les divertissements d'une classe oisive. Comme chez lui, il se complaisait à considérer le fonctionnement de sa vie domestique, l'élégance de sa garde-robe et de sa livrée, le bon placement de ses valeurs. De la même façon qu'à lire dans Saint-Simon, qui était un de ses auteurs favoris, la mécanique des journées, le menu des repas de Madame de Maintenon, ou l'avarice avisée et le grand train de Lully. Et dans la faible mesure où ce détachement n'était pas absolu, la raison de ce plaisir nouveau que goûtait Swann, c'était de pouvoir émigrer un moment dans les rares parties de lui-même, restées presque étrangères à son amour, à son chagrin.
À cet égard, cette personnalité que lui attribuait ma grand-tante de fils Swann, distincte de sa personnalité plus individuelle de Charles Swann, était celle où il se plaisait maintenant le mieux. Un jour que, pour l'anniversaire de la princesse de Parme, et parce qu'elle pouvait souvent être indirectement agréable à Odette en lui faisant avoir des places pour des galas, des jubilés, il avait voulu lui envoyer des fruits, ne sachant pas trop comment les commander. Il en avait chargé une cousine de sa mère qui, ravie de faire une commission pour lui avait écrit, en lui rendant compte, qu'elle n'avait pas pris tous les fruits au même endroit, mais les raisins chez Crapotte, dont c'est la spécialité, les fraises chez Joret, les poires chez Chevet, où elles étaient plus belles, etc. Chaque fruit visité et examiné un par mois. Et en effet, par les remerciements de la princesse, il avait pu juger du parfum des fraises et du moelleux des poires. Mais surtout, chaque fruit visité et examiné un par mois avait été un apaisement à sa souffrance, en emmenant sa conscience dans une région où il se rendait rarement, bien qu'elle lui appartînt comme héritier d'une famille de riche et bonne bourgeoisie, où s'était conservé héréditairement, tout prêt à être mis à son service dès qu'il le souhaitait, la connaissance des bonnes adresses et l'art de savoir bien faire une commande.